Ce centre commercial a fait l'objet d'un bail à construction entre l'État guinéen et l'Hadji Ousmane Baldé. Bonsoir mesdames et messieurs, merci donc de nous préférer sur Espace TV pour vous informer. Vous êtes dans le 22h, bienvenue à toutes et à tous. L'Assemblée nationale a voté 2 amendements importants à son règlement intérieur, le mode de désignation du secrétaire général et son adjoint, ainsi que la question de la représentation des femmes sont les points majeurs qui ont été touchés. Vous en saurez davantage dans un court instant. Et puis à Mamou, dans la ville Carrefour, le procureur près du tribunal de première instance a fait le point sur les violences post-électorales qui ont coûté la vie à 2 personnes. Nous irons également à Kindia à la rencontre des commerçants du centre commercial San Loya, sommés de quitter les lieux par une décision des autorités publiques de la place. Ces commerçants sont dans le désarroi. Ils exhortent l'indulgence de l'État. En plénière, ce lundi, l'Assemblée nationale a voté 2 amendements importants de son règlement intérieur. L'un stipule que le secrétaire général et son adjoint seront nommés par le président de la République sur proposition du président de l'Assemblée nationale, et l'autre soutient que l'Assemblée nationale ainsi que ses organes ne peuvent être composés à plus de 2 tiers d'un même genre. Cependant, l'institution ne compte que 20 femmes sur les 114 députés de la 9e législature. Mamadou Boulere Diallo, Abouakardine Kabara. Le débat sur l'amendement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été de courte durée. Les députés ont émis des réserves sur l'adoption de l'amendement qui permet au chef de l'État de nommer le secrétaire général de l'Assemblée nationale et son adjoint. Le texte a été adopté à la majorité des députés présents à l'hémicycle. Le président de la commission des lois dit que le débat n'a pas lieu d'être. Et surtout que cet amendement, qui est du droit du président de la République, est prévu par la Constitution. Et sa mise en œuvre n'a donc pas posé de problème, ça ne mérite même pas d'en poser. Le deuxième amendement du règlement intérieur du Parlement dit que l'Assemblée nationale ainsi que ses organes ne peuvent être composés à plus de 2 tiers des mêmes genres. La première vice-présidente du pouvoir législatif, elle, s'inquiète du faible taux de représentativité des femmes dans l'institution. J'avoue que sur le plan de la représentativité des femmes, nous ne sommes pas du tout satisfaites. Parce qu'il y a eu régression. On était 26 au moment de la 8e législature et au moment de ces élections, nous sommes passés à 18, ensuite 19 et maintenant 20. Parce qu'il y a d'autres qui nous ont rejoints. Mais ceci est dû tout simplement au fait qu'il y a un processus en cours. L'adoption de la loi sur la parité a été faite en mai 2019. Et après, il fallait passer aux législatives. Donc, on est arrivé au terme de la 8e législature sans que le code électoral soit amendé. La vice-présidente se réjouit du changement apporté au bureau de l'Assemblée nationale qui compte désormais 2 femmes en son sein. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons 4, dont 2 vice-présidentes quand même. Ce n'est pas négligeable, alors que la prochaine législature passée à l'entame, il y avait 4 vice-présidents, 4 hommes, pas la moindre femme. L'application de la loi sur la parité, c'est tout ce que souhaitent les femmes parlementaires. Cela sera possible après l'amendement du code électoral. L'UFDG, l'ANAD et certains candidats ayant pris part à la dernière présidentielle appellent à une manifestation de protestation contre les anomalies constatées lors du scrutin et exigent le rétablissement de la vérité sortie des urnes. Mais il y a problème, 4 formations politiques dont le RRD se désolidarisent et demandent à tous les Guinéens de ne pas respecter donc le mot d'ordre de manifestation. Selon eux, il faut préserver les acquis républicains. Compte rendu, Justin Leno, Tierno Sadouba. C'est une conférence de presse conjointe qui regroupe 4 formations politiques dont le RRD d'Abdoulaye Kourouma ou encore l'Union pour la défense des intérêts de la République. Ces leaders se retrouvent pour informer l'opinion nationale et internationale qu'ils se désolidarisent de ceux qui pensent que le progrès de la Guinée n'est pas autour de la table. Quand on s'était convenu de mettre en rapport les responsables en charge d'organisation des élections des différentes QG, l'UFDG n'a pas répondu. Et il était aussi question de se partager les PV. L'UFDG a refusé
donner des informations sur les PV. La Guinée a déjà noté plus de 200 morts dans des manifestations politiques. Ces partis invitent l'État à déclencher l'action publique pour démanteler tous les auteurs de ces violences. La gestion de la chose publique ne doit pas apporter aussi de morts qu'on l'a vu en Guinée. Nous avons eu une première génération de politiques très jeunes. Cette autre classe politique de la génération du professeur Alpha Condé, de la génération de Sidia Touré, de Lansana Kouyaté, de Lasselo Dalen Diallo, nous attendions à quoi? C'est l'émergence économique et la cohésion sociale. C'est que nous n'arrivons pas à avoir à date en Guinée. L'autoproclamation victorieuse de Cellou Dalein Diallo, son dépôt de recours à la Cour constitutionnelle et son appel à manifester ce mardi, ces 4 formations politiques n'en peuvent plus. Nous ne sommes pas pour le radicalisme. Le radicalisme n'a jamais construit un pays. J'appelle solennellement à tous les compatriotes de Yomou à Conakry à la paix et à ne pas respecter les mots d'ordre de l'opposition radicale. Ces partis n'ont pas déposé de recours à la Cour constitutionnelle. Ils appellent les autres à accepter les résultats définitifs qui seront communiqués. 6 ans de gouvernance pour le nouveau président, c'est pas trop, selon eux. Tous les regards désormais rivés sur la Cour constitutionnelle qui doit vider le contentieux électoral demain s'annoncent donc avec beaucoup de suspense car il s'agit des résultats globaux définitifs de la présidentielle du 18 octobre 2020 marqués par des violences caractérisées par un climat de méfiance et de défiance entre les acteurs politiques. La semaine est déterminante à telle enseigne que de nombreux citoyens craignent et indiquent que le pays pourrait renouer avec les démons de la violence. Voyons tout cela dans ce commentaire signé Djibril Ba. La CENI a déjà déposé auprès de la Cour constitutionnelle les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre. S'ensuit le dépôt de recours de tous les partis contestataires, notamment l'UFDG. La semaine est donc décisive pour la Cour constitutionnelle qui devra donner, après le dépôt des membres de l'Union des forces démocratiques de Guinée, une copie notamment au RPG qui aura 2 jours pour préparer sa réplique. 3 jours après, la Cour devra rendre sa décision. Ce sera en principe vendredi prochain. Tous les regards sont donc rivés vers une institution qui suscite assez d'interrogations aux yeux des candidats ayant décidé de déposer leur recours. Bien avant, il reprochait à la gardienne de la Constitution de manœuvrer en faveur du président sortant Alpha Condé, déjà provisoirement déclaré vainqueur par la CENI avec 59,49% des voix. La semaine est déterminante. Soit la Cour confirme la victoire d'Alpha Condé, soit elle prend 2 autres que plus d'un qualifierait de miracle. Il s'agira de donner raison à Cellou Dalein Diallo ou invalider le scrutin pour le faire reprendre 90 jours après, selon les dispositions de la Constitution. Par ailleurs, l'UFDG appelle ses militants à une série de manifestations à compter de ce mardi pour revendiquer la victoire de son candidat. Une crainte s'empare de la capitale et plusieurs citoyens prennent le devant pour faire le plein de leur garde-mange. Nombreux se sont rendus à Kaloum ce lundi matin pour traiter leurs affaires le plus tôt que possible. Cette semaine donne aussi la possibilité à de nombreuses familles endeuillées d'enterrer leurs proches victimes des violences post-électorales dans le plus grand respect et d'intimité si les autorités leur restituaient le corps. À ne pas oublier une ribambelle de procès qui attend des manifestants au lendemain du scrutin du 18 octobre dernier. La presse n'est pas en reste, elle scrute l'actualité. Elle constate qu'en ce début de semaine, les forces de l'ordre se repositionnent dans des lieux réputés sensibles. Cela laisse présager, au cours de cette semaine, une dure épreuve qui les attend. Commentaire assuré par Djibril Ba. Comment maintenir la paix et la sécurité en cette période post-électorale conflictuelle? La question était au centre d'une rencontre au gouvernorat de la ville de Conakry entre le gouverneur, les maires des 5 communes de la capitale, des responsables des quartiers et les religieux. Le général Mathurin Bangoura a mis l'occasion à profit pour déplorer les récentes violences politiques dans le pays et sensibiliser les populations à la préservation de la paix. Mariam Fodé Camara, Amara Lexila. Les violences enregistrées après la publication des résultats dans certains quartiers de la capitale ont fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants.
Le gouverneur de la ville de Conakry ne reste pas indifférent face à cette situation alors que les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Pour prévenir de nouvelles violences, Mathurin Bangoura prend le devant. Nous nous sommes dit qu'il était opportun parce que si on dénonce par endroit que même les chefs de quartier, les chefs religieux sont responsables de ce qui se passe au niveau de certains quartiers, nous avons trouvé que cela était déplorable. Voilà pourquoi nous avons demandé à nous retrouver aujourd'hui pour donner des consignes particulières, non seulement aux religieux, mais aussi aux chefs de quartier, de demander à la population d'aller à l'apaisement. Si nous perdons déjà plus de 30 personnes dans la capitale du Conakry après les élections, nous nous sommes dit que ce n'était pas normal, alors que les résultats définitifs n'étaient pas donnés. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va donner les résultats définitifs? Voilà pourquoi nous avons pris le devant pour sensibiliser la population de Conakry. La Guinée est une et indivisible, dit-on. Chacun devrait mettre du sien pour la préservation de la paix et la quiétude sociale, rappelle le maire de la commune de Ratoma. La Guinée est une et elle doit être indivisible. C'est ça que nous devons fortifier et que nous devons encourager davantage. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des problèmes dans ce pays-là. Depuis la proclamation des résultats, certains magasins restent toujours fermés. En rapport avec les services de sécurité, l'administrateur du marché Lambani invite les commerçants à réouvrir. Donc c'est pour leur dire ici qu'on a pris des précautions par rapport à ça. Ils peuvent venir vaguer à leur activité et à leur quotidien. Une mission du gouvernorat conduite par le chef de cabinet sillonnera à partir de ce mardi les différentes communes pour véhiculer le message de paix et de la non-violence. Face à la crise politique que le pays traverse, le secrétariat général des affaires religieuses a convoqué tous les chefs religieux de la capitale ce lundi à la Ligue islamique. Objectif, leur rappeler le rôle qu'ils doivent jouer pendant cette période post-électorale. Compte rendu Zénab Bangoura, Yacouba Traoré. La rencontre a débuté par la lecture de la Fatiha et les prières à la mémoire des victimes des violences post-électorales. Ils sont plus de 500 imams qui ont pris part à cette rencontre. L'initiative est du secrétariat général des affaires religieuses qui, par cette démarche, veut promouvoir la paix dans le pays. Au moment que la Guinée traverse des moments difficiles, il faut que nous, en tant que secrétariat général des affaires religieuses, invitent nos braves imams pour faire rappel de leur rôle vis-à-vis de leur population et vis-à-vis de leur pays. À cette étape difficile, l'étape du post-électoral. Elhadj Ali Jamal Bangoura déplore l'attitude de certains responsables religieux pendant ces moments de trouble. C'est pour cela aujourd'hui, on avait déploré aussi l'implication de quelques imams aussi dans les troubles. Ce n'est pas notre rôle. Plus loin, il les rappelle les rôles qu'ils doivent jouer. Notre rôle, nous, en tant que chefs religieux et les imams, toujours c'est pour prôner la paix et l'unité nationale, garant de tous les développements et toutes les cohabitations harmonieuses. Au sortir de la salle, Elhadj Mohamed Souma compte élargir l'information dans sa localité afin d'apaiser les tensions. Nous, en tant que religieux, en tant que musulmans, nous allons dans nos mosquées reprendre à nos fidèles pour que la Guinée soit toujours la Guinée comme toujours. Le secrétariat général appelle les imams à consacrer la prière de ce vendredi aux victimes des violences et pour la paix dans le pays. Ils sont une bonne dizaine de travailleurs sur le point d'être mis à la porte. La direction générale de l'hôtel Noum a entamé le licenciement d'une partie de ces travailleurs pour cause de trésorerie. La Covid-19 serait passée par là, mais les travailleurs dénoncent le modus operandi employé et refusent pour l'heure de signer les lettres de licenciement. Malik Sangana Kamara, Abakadine Kamara. Ils sont cuisiniers, gérants de bars et financiers qui travaillent à Noum, l'un des plus grands complexes hôteliers du pays.
Pour des raisons économiques, apprend-on, dues à la crise sanitaire, l'employeur vient de sortir la liste des personnes licenciées. Ils nous ont fait savoir qu'il n'y a pas de préavis. Bon, nous sommes venus, il y a la liste de licenciement, la lettre de licenciement, il y a le chèque d'indemnité aussi. Non, on les a dit non, on ne peut pas accepter sans savoir le pourquoi. Et ils ont dit non. Bon, on leur a dit de nous donner la fiche où ils ont effectué les calculs. Ils ont dit non, pour avoir cette fiche-là, il faudrait que tu signes la lettre de licenciement. Violation du code du travail s'insurgent ces agents. Ils pensent que les signataires des contrats à durée indéterminée ne devraient pas être licenciés de la sorte sans aucun préavis. Dans la convention collective de l'hôtellerie en Guinée, ils ont dit que s'il y a crise économique, donc c'est les stagiaires qui doivent sortir en premier. Après les stagiaires, les gens qui ont le CDD qui doivent sortir en deuxième position. Maintenant, si ça continue, il y a lieu de faire disparaître maintenant les gens qui ont le CDI. Mais c'est tout à fait le contraire. À l'heure où je vous parle comme ça, il y a des gens qui ont le CDD qui sont là-bas, qui travaillent. Il y a des gens qui ont fini leur CDD et on les a fait appel aussi. Ils sont là-bas, ils sont en train de travailler. Mais c'est complètement... c'est pas cohérent avec le CDD. Ces travailleurs de Noum restent engagés à faire valoir leurs droits. Exiger le paiement intégral de leurs règlements sous la base des années travaillées. Le 2 novembre est consacré à la fin de l'impunité sur les crimes commis contre les journalistes. Une journée décrétée par les Nations Unies après l'assassinat des 2 journalistes français au Mali, Ghislaine Dupont, Claude Verlon. En Guinée, les proches de Mohamed Koula Diallo, Abdoulaye Ba, morts dans l'exercice de leur métier, attendent toujours que justice soit faite. Bien d'autres hommes de médias sont victimes des violences sur le terrain sans que justice ne leur soit rendue. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. Entre 2006 et 2019, plus de 1200 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur profession. Dans 9 cas sur 10, ces meurtres restent impunis, selon un rapport des Nations Unies. Cette impunité favorise la récidive et expose les hommes des médias. En Guinée, l'assassin de Mohamed Koula Diallo du site Guinée 7 court toujours. Abdoulaye Ba de Guinée News, tué aussi dans l'exercice de son métier, son dossier traîne encore. Chérif Diallo d'Adafo Média est porté disparu depuis 5 ans. En 2017, une dizaine de journalistes ont été molestés, blessés, leur matériel endommagé au PM3 de Matam. Cette journaliste fait partie des victimes. Il y a eu 5 gendarmes qui m'ont attrapé. J'avais des mèches. Il y a le premier qui a tiré mes mèches sur la tête d'Hélène. Il y a le second qui a pris sa ceinture, la tête de la ceinture, et me l'a frappé sur l'œil droit. Et là, ça m'avait créé des problèmes et tout. Et après, il y a le troisième qui a commencé à me donner des coups de poing dans le dos. Il y a l'autre aussi qui donnait des coups de poing dans le ventre. Comme elle, ses camarades d'infortune traînent toujours des séquelles de cette violence inouïe. Puis, 3 ans après, aucun acte concret n'a été posé pour châtier les coupables. Vous vous imaginez, j'ai été bastonnée et jusqu'à présent, j'ai ce problème, je suffoque. Et à chaque accouchement, c'est un danger pour moi. Je suis exposée à un danger. À chaque fois que je marche, voilà, je suis exposée à un danger. Je manque d'air. D'autres journalistes sont injustement arrêtés et jetés en prison. C'est le cas de Lansana Camara du site Conakry Live. Ces responsables des médias en ligne déplorent le manque d'engagement des patrons des médias dans la protection des journalistes. Si certains ont des gilets, mais parfois quand vous couvrez des manifestations, il y a des jets de pierre, mais personne n'a un casque, par exemple. Quand vous regardez ailleurs, nos confrères, quand ils viennent couvrir des zones de conflit, ils ont ce casque, ils ont ce gilet. En tout cas, ils ont le peu de matériel de sécurité. Si nous n'assurons pas leur protection, il nous sera extrêmement difficile de rester informés et de prendre des décisions fondées sur l'analyse des faits. Si les journalistes ne peuvent pas faire leur travail en toute sécurité, nous perdons un rempart important contre la pandémie de désinformation et de mésinformation qui se propage en ligne, souligne le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les hommes en blouse engagés dans la riposte contre la Covid-19 ont momentanément déposé leur stéthoscope
pour le non-paiement de leur prime exceptionnelle ce lundi. C'est par un sit-in devant l'hôpital national d'Onka que ce personnel soignant a tenté d'attirer l'attention du gouvernement qui a annoncé tout de même dans son plan de riposte économique contre la Covid-19 le paiement d'une prime exceptionnelle le 23 juin dernier. Le point avec Antoinette Dédé au niveau Guy, Mohamed Alucine Camara. Les effectifs impliqués dans la riposte percevront donc des primes exceptionnelles sur la période de 3 mois de juillet à septembre 2020. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette promesse du Premier ministre, prise le 23 juin dernier lors de la présentation de la deuxième phase du plan de riposte économique contre le Covid-19. Très tôt ce matin, des médecins et paramédicaux ont organisé un sit-in pour exiger le paiement des primes exceptionnelles pour les acteurs qui ont mouillé le maillot dans la lutte contre la pandémie. Nous avons accepté de venir souffrir, donner notre âme pour survivre, pour sauver nos compatriotes. Ils ont promis d'arrêter, ils ont promis de donner l'eau, l'électricité, la circulation gratuite. Le peuple a reçu, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, notre prime exceptionnelle, nous voulons que ça. Pancarte en main, ces soldats de la santé ne comptent pas lâcher prise, mais rassurent tout de même le service minimum. Mais si l'État ne donne pas nos primes, d'ici le 13 novembre, nous allons tout arrêter. Nous exhortons, c'est un cri de cœur pacifique d'un jeune Guinéen médecin qui s'est sacrifié avec ses collègues depuis 7 mois pour soigner la population guinéenne. Aussitôt informé, le ministre de tutelle s'est rendu sur les lieux et a démontré la volonté du gouvernement guinéen à tenir sa promesse. Alors, son Excellence le Père médecin de vous dire qu'il est prêt à recevoir vos représentants ce matin à partir de 11h30 afin que nous partions de l'avant par rapport à votre plateforme revendicative. Le coordinateur national du collectif des jeunes acteurs impliqués dans la lutte contre le Covid-19, lui, ne reconnaît ni d'Ève ni d'Adam l'existence d'un quelconque groupe. Mais ce collectif-là, ces jeunes qui sont à Donka-là, ils représentent qui pour parler au nom de tout cet ensemble? C'est ça le vrai problème. Ils représentent qui pour parler au nom de tout cet ensemble et menacer pour dire on va fermer. Mais faites le tour de Conakry, aucun centre n'est fermé, si ce n'est que Donka. Si rien n'est fait d'ici le 13 novembre, le personnel soignant du centre hospitalo-universitaire de Donka sera en grève illimitée jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. L'administrateur du centre de traitement épidémiologique de Gbessia et coordinateur du collectif du personnel soignant impliqué dans la lutte contre la Covid-19 n'a pas apprécié la démarche de ses confrères. Il invite ces derniers à savoir faire la part des choses et est largement revenu sur les clauses du contrat du personnel Covid-19. Dr Mohamed Kondé est au micro d'Antoinette Dédé Onivoki. Mais pour le moment, nous disons que la démarche n'est pas bonne. La vraie démarche, c'est de continuer à sauver les vies humaines, qu'on écrive à nos supérieurs pour que nos écrivains attirent l'attention des chefs de gouvernement par rapport à la parole donnée. Normalement, on devait les payer en fonction du nombre de jours travaillés. C'est ce qui est stipulé dans le contrat. D'accord? Le contrat, il est journalier. Et il doit être payé en fonction du nombre de jours travaillés. Mais on ne les paye pas en fonction de ça. Parce que toutes les personnes qui sont impliquées ne travaillent pas tous les jours. Il y a des groupes pédagogiques. Donc si on devait tenir compte des jours travaillés, ces médecins n'allaient pas percevoir 6 millions par mois. Ils allaient percevoir moins que ça. Donc revendiquer l'amélioration des conditions de travail, ça c'est un autre facteur. Mais revendiquer une décision politique, ça ne relève pas de nous. Si le Premier ministre a promis qu'il va donner une prime exceptionnelle aux travailleurs, ça n'engage que le Premier ministre. Et puis nous revenons sur cet élément qui est maintenant disponible. Le site Guinée Matin n'est plus suspendu. La nouvelle est tombée ce lundi. Une suspension levée grâce à un plaidoyer fait par l'Association guinéenne de la presse en ligne, la GUIPEL. L'administrateur du site reste ferme tout de même sur sa position. Cette décision pour lui est illégale et injuste. Alceni Bari, Yacouba Traoré nous signe ce reportage. La décision de suspension du site Guinée Matin intervient le 18 octobre 2020, alors que les journalistes de ce média en ligne faisaient un direct du dépouillement des bulletins électoraux sur leur page Facebook.
2 semaines après, la haute autorité de la communication lève la suspension grâce à une médiation de l'Association guinéenne de la presse en ligne. Au nom de toute la presse en ligne, nous nous réjouissons de cette décision. Notre rôle en tant qu'association, c'est de nous associer, de nous solidariser avec notre membre pour aller plaider afin que la sanction soit revue à la baisse. Et c'est cette démarche qui a été agréée par les commissaires de la haute autorité de la communication. Le président de l'AGIPEL qualifie la mesure suspensive de regrettable. Cependant, il invite les médias en ligne à plus de professionnalisme dans l'exercice du métier. Il nous appartient dans la rédaction de nos articles, dans la façon de traiter, de collecter et de traiter l'information, de faire avec beaucoup de discernement, de faire en sorte que le pays ne sombre pas. Cela est de la responsabilité de tous nos membres et nous devons agir vraiment en responsabilité pour que le pays ne sombre pas. Du côté du site Guinée Matin, c'est un ouf de soulagement. Nous, Baldé reste tout de même ferme sur sa position. La décision de la HAC était illégale. C'est un soulagement parce qu'on nous a empêchés de travailler pendant 2 semaines de façon illégale et injuste, puisque la décision suspendant le site Guinée Matin n'a aucune base légale. La suspension a eu un impact considérable sur les activités des journalistes, mais aussi sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. 40 000 internautes venaient chez nous par jour et ces derniers temps, on avait à peine 2000 visites par jour. On a perdu beaucoup de marchés. Le lendemain même de la suspension, j'ai reçu un coup de fil d'un partenaire qui voulait faire une communication. Ce n'était pas possible. Pour bon nombre d'observateurs, la mesure de la HAC est aussi incroyable qu'invraisemblable, car jamais un média n'avait été suspendu pour avoir relayé des informations sur le dépouillement de bulletins électoraux. Faisons un détour par la Côte d'Ivoire où la situation demeure tendue après la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. L'opposition ivoirienne a rendu publique une déclaration importante ce soir dans laquelle elle annonce la mise en place d'un Conseil national de transition. Les missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine ont aussi rendu public le bilan de leur observation. Résumé de tout cela avec notre envoyé spécial à Abidjan, Antoine Kourman. 48 heures après la tenue de l'élection présidentielle ivoirienne, la capitale Abidjan maintient son climat de calme précaire. Ce soir, l'opposition vient de rendre publique une déclaration importante. Vous avez dû le comprendre, un souci technique avec cet élément d'Antoine Kourman. Nous reviendrons sûrement sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Et puis avant d'aller sur notre angle de ce soir, le grand format signé par la rédaction d'Espace TV, je vous invite à suivre cette autre actualité. Cette fois-ci, nous parlons de religion. L'Église catholique qui a célébré ce lundi 2 novembre une fête, la fête des défunts, la Toussaint, une fête à l'intention donc des morts. C'est le cimetière de Cameroun qui a servi de cadre à cette célébration. Rosaline Gotomonemo, El Hadj Aliouba. Nous reviendrons également sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Nous allons à présent avec notre angle à Kindia, 1000 commerçants qui occupent depuis plusieurs années le centre commercial dénommé Sanloya sont sommés de quitter les lieux dans un délai de 72 heures dans la ville Carrefour, précisément au sein de la corporation. C'est le branle-bas total. Les occupants sont dans le désarroi. Ils exhortent les autorités publiques à revenir sur leurs décisions. Mesdames et messieurs, c'est notre angle de ce soir, un grand format signé à Bakar Silla depuis la ville des Agrumes. Ce centre commercial a fait l'objet d'un bail à construction entre l'État guinéen et l'Hadj Ousmane Baldé dit Saint-Lois depuis 2003 pour une durée de 60 ans. Après 17 ans passés, l'opérateur économique n'a toujours pas rempli encore sa part de contrat. Selon Ibrahim Khalil Touré, le directeur préfectoral de l'habitat et de l'urbanisme de Kindia, c'est ce refus du preneur qui aurait poussé l'État à résilier le dit contrat. Le bail était destiné à la construction d'un centre commercial. Donc, de 2003 à 2006,
les travaux devraient être achevés complètement. Depuis cette date, depuis 2003, rien n'a été construit. Si vous voyez même, vous passez devant, même l'écriteau que les Blancs ont laissé, les Français ont laissé, CFAO existe toujours. Le bâtiment est resté intact. Pourquoi en 2019, l'État a jugé utile de résilier ce contrat? Aujourd'hui, dans la ville de Kindia, des milliers de commerçants sont concernés par cette opération de déguerpissement. Le centre commercial Sanloya, qui regroupe presque la moitié des opérateurs économiques de Kindia, situé en plein cœur du centre-ville, sera dans les jours à venir un endroit non occupé. Depuis 2006, nos commerçants étaient en crise des places. Effectivement, Dieu a donné la chance, l'entrepreneur Elhadji Ousmane Fatako, de réaliser une infrastructure commerciale qui reçoit plus de 1000 opérateurs économiques. Donc, à partir de ça, la Chambre préfectorale de commerce a reçu ce centre avec son directeur général avec joie. Donc, les commerçants sont installés, chacun a ses différentes activités, c'est-à-dire chacun a ses marchandises. Donc, à l'heure là, nous pouvons dire le centre commercial Elhadji Ousmane Fatako reçoit la moitié des opérateurs économiques de Kindia. Ce sont des commerçants visés par cette activité de déguerpissement. Les raisons données par l'État pour leur faire quitter les lieux sont connues, mais ils formulent tout de même quelques doléances à l'endroit des décideurs afin de les laisser occuper les lieux pour continuer à exercer leur commerce sur le site puisqu'ils n'ont pas où aller en ce moment. Là-bas et là-bas pour une période de 60 ans. Il se peut, parce que nous avons demandé le motif de l'annulation de ce bail. Il nous a dit, effectivement, il a signé pour faire 3 dalles, c'est-à-dire R+3. Donc, à partir de ça, il n'a pas fait ce que l'État, ce qu'il a signé. Nous avons dit à nos autorités, quand même, de nous accepter, parce que nous n'avons pas là où envoyer nos 1000 opérateurs qui sont actuellement en exercice. Un délai de 72 heures. Mais l'État travaille avec nous, la Chambre de commerce. Nous demandons la doléance de nos opérateurs économiques. Parce que la population de Kindia, je vous dis, les 50% de nos marchandises sont toujours stockées dans ce centre-là. Donc, on n'a pas là où envoyer, même s'il y a un conteneur qui est vidé ici, on n'a pas là où envoyer. Sur le site, 17 bonnes années se sont écoulées sans que le propriétaire Elhadji Ousmane Baldé ne fasse ce que l'État lui a demandé de faire dans le contrat. Et récemment, il a encore demandé à l'État de lui accorder un délai supplémentaire. Cette demande de trop n'a pas été acceptée par l'État qui lui a cédé le domaine selon Ibrahima Khalil Touré. Avril 2020, M. Sanloya a demandé un délai supplémentaire. Il va faire les travaux. Donc après 17 ans, rien n'est fait. Après 17 ans, on demande encore un autre délai. Donc, cette demande-là n'a pas été acceptée. Donc, on est en face d'un cheminement de 17 ans. C'est l'aboutissement d'un cheminement de 17 ans que nous vivons maintenant là. Les 72 heures. Il y a eu des rencontres. Donc, c'est ce qui fait que l'État a saisi la justice. Dans ce centre commercial, les occupants qui sont sommés de quitter les lieux ne savent plus à quel sens se vouer. Dans tous les sens, ces commerçants sont très inquiets. Alors pour la quiétude sociale dans le pays pendant cette période de post-électorale, ce responsable demande à l'État de surseoir à cette décision pour le moment. La paix sociale, à l'heure là, on invite toutes les autorités de maintenir la paix sociale et la quiétude. Nous voulons qu'India, que ce soit une ville de paix, parce que c'est une préfecture qui est exemplaire dans toute la République de Guinée. Dans la ville, sur cette question de déguerpissement des commerçants du centre Sanloya, beaucoup de langues se délient. Interrogés hors micro, certains citoyens pensent que c'est pour des raisons politiques que l'État est en train de faire tout ça. Toute chose qu'Ibrahima Khalil Touré ne cautionne pas. Car selon lui, cette décision devrait être prise depuis très longtemps.
Un grand format signé donc Aboubakar Silla. Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, un élément donc annoncé dans les titres, il s'agit du procureur près le tribunal de première instance de Mamou qui était devant la presse locale ce lundi 2 novembre. Au cours de cette rencontre, El Hadj Sidiki Camara a fait le point sur les violences post-électorales survenues dans la préfecture ayant fait au moins 2 mois, mais des morts que le procureur n'a pas évoquées dans son intervention. Depuis la ville Carrefour, le compte-rendu est signé Alpha Mamadou Bari. Mamou, comme certaines villes du pays, a fortement ressenti les dernières violences nées de la proclamation par la CENI du président sortant Alpha Condé, vainqueur du scrutin présidentiel du 18 octobre. Près de 2 semaines après, le parquet de Mamou fait le point sur la situation. Notre ressort judiciaire a enregistré durant plusieurs jours des violences inouïes et sans précédent. Ces violences ont été caractérisées notamment par l'administration des coups et blessures volontaires et des voies de fait aux agents de force de l'ordre, de la destruction d'édifices publics et privés, ainsi que des biens mobiliers, l'utilisation des gourdins, des machettes, des coupes-coupes, des cailloux, lance-pierres, armes de fabrication locale, en l'occurrence des fusils calibre 12 et autres armes contondantes. La soustraction frauduleuse au quartier Kengol chez un officier de police judiciaire malade de 2 armes de guerre, un PA et un PMAK, dont le PMAK, a été retrouvé et déposé à la police par le chef du quartier. Pour ce dernier cas, un suspect a été déjà interpellé. Au cours des accrochages entre forces de l'ordre et manifestants, 33 agents ont été blessés, dont 2 frappés de cécité, ce qui a conduit à l'interpellation de 6 suspects, dont 4 femmes dans les différents quartiers de Mamou, mais aussi dans les districts de Kendouma et de Tamagali. Ils ont été tous entendus sous procès verbal. Déférés à notre parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt après notification des chefs de poursuite. En application des dispositions des articles 63 et 114 du Code de procédure pénale, la cause des 35 a été orientée en procédure de flagrant délit. C'est cette audience qui débute ce lundi 2 novembre 2020. À noter que dans le déroulement de leur interpellation, un des suspects a ouvert le feu sur les agents des forces de l'ordre à Kendouma à l'aide d'un fusil calibre 12. Donc, Aboubakar Alpha Mamadou Bari depuis la ville Carrefour, notre correspondant régional à Mamou. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.